Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Je serai en effet la dose de diversité de cette conférence en étant le seul homme, mais très bien accompagné. Si Wassila et Mohamedou m'ont proposé d'animer cette table ronde, alors déjà c'est parce que c'est une tradition des ATDA, hein, c'est pas juste cette année, ça fait des années qu'on le fait et je pense que c'est une excellente initiative. Et également parce que j'ai eu le plaisir cette année d'être le co-auteur d'un livre sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, donc sujet absolument passionnant, avec le chapitre sur l'Afrique, mais ça va au-delà de l'Afrique. On était 22 co-auteurs, 2 hommes, 20 femmes. Voilà, on était aussi en minorité sur celui-ci. Alors, très belle table ronde où nous allons avoir 3 quarts d'heure. Hein. J'ai négocié, on voulait me rabioter un peu de temps, mais non, on aura bien 3 quarts d'heure, où on va échanger avec 3 intervenantes qui sont ici, donc qui vont nous rejoindre, et 2 à distance. Donc, d'ores et déjà, j'appelle Lydie Omanga, vice-présidente de l'ATPC, qui est l'autorité de régulation des postes et télécoms au Congo, et qui est la présidente de l'association Femmes d'Exception au Congo. Lydie, choisissez votre place, on a de l'espace. J'appelle également Samira Kamichi, qui est présidente du Club des femmes administrateurs au Maroc, le CFA. Samira, j'espère. Ah voilà. Et enfin, laisse monter, plaisir de vous. Et enfin, physiquement, c'est pas fini, Memouna Gay, qui est la CEO d'Alm. Memouna, qui est ici. On va laisser Memouna. On l'a vu. Et à distance, nous aurons 2 autres intervenantes en cours de notre discussion. Nous aurons Laikina Koulibaly, qui est la commissaire générale du Women Empowerment and Cybersecurity, le forum. Et nous aurons Gladys Yadom, de la communication de Kaspersky et Smart Africa. Alors, mesdames, pour commencer cette discussion, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des profils qui parlent différents, des représentants des entreprises, de la régulation, de l'entrepreneuriat. Donc déjà, on a voulu montrer, la musique, j'espère, pas fini par s'éteindre, c'est parfait, montrer cette diversité et surtout avoir vos retours. On a discuté ensemble d'avoir un retour de 3 thèmes, hein, la gouvernance et enfin, comment la régulation aide à ce que les femmes aient de plus en plus la parole dans le monde des entreprises, la question du leadership féminin. Parce qu'il faut aussi expliquer cela. Et puis également les spécificités dans le secteur du digital, où moi le premier, quand j'anime des conférences, des fois je suis attristé, ce qui est déjà arrivé malheureusement aux ATDA, où on est 4-5 hommes. En France, il y a une association qui s'appelle Jamais sans elle, encourageant quand on fait des conférences qu'il y ait jamais que 4 ou 5 hommes, vous m'avez bien compris. Peut-être un premier point sur pour cette question de gouvernance. On a beaucoup parlé de gouvernance hier et le rôle de la régulation. Je suis français, la France est, à ma grande surprise, le meilleur pays maintenant en termes de nombre de femmes dans les conseils d'administration, même devant les pays nordiques, 46%. Mais tout ça parce qu'il y a eu une loi, que Zimmermann il y a une quinzaine d'années, donc déjà ça a mis 15 ans. Quand on regarde les CA, ça va. Quand on regarde les comités de direction, c'est la cata. Alors il y a une loi qui arrive, mais c'est pas pour tout de suite. La fameuse loi Rixlin. Maroc, je crois que c'est 28%, mais vous allez peut-être me corriger. Ah, c'est mieux ? Voilà, il y a une loi. Ma question à vous 3, est-ce qu'il faut absolument, a-t-on besoin de ces lois qui vont réguler, qui vont imposer ? Est-ce que finalement, il faut passer par là ? C'est une bonne chose, une mauvaise chose ? C'est le chemin critique pour y arriver ? Attendez, micro. Alors, voilà. Vous avez un micro ? Oui, là-bas. Ça, chacune a son micro. C'est parfait. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il n'y ait pas de loi pour pouvoir juste avoir une place dans un board pour une entreprise. Mais il s'est avéré que malheureusement, si on ne mettait pas en place des lois, on va rester toujours... Vous savez, la nature, elle a horreur du changement. Et donc, on reste entre hommes et on se fait plaisir et on est heureux. Donc, une fois que la loi est arrivée, en tous les cas pour la partie marocaine, CFA était parmi une des locomotives qui a tiré pour que cette loi soit votée au Maroc. Et au départ, il nous fallait des appuis masculins. Sans les hommes, on ne pouvait pas se permettre d'aller très loin. Et donc, on est allé voir un des ministres de l'époque et on lui a dit, voilà le problème.
comment nous aider à mettre en place cette loi. Alors au départ, il nous a dit clairement, mais je ne comprends pas, nous n'avons pas besoin de loi. C'est vraiment la notion du biais du genre qui apparaissait. Et à force de lui expliquer que réellement c'était le cas, il a pris à bras le corps le sujet avec nous. Et en 2021, il y a une loi qui a été votée au Maroc qui oblige les entreprises faisant appel public à l'épargne à ce qu'il y ait au moins 30% de femmes dans leur board, puis 40%. En fait, ça a été fait en 2 étapes. Ça a été fait en 2021 pour une mise en application en 2024. Il fallait qu'en 2024, 1er janvier, qu'il y ait 30% de femmes. Et en janvier 2027, nous devons passer à 40. Alors, effectivement, je peux vous donner le chiffre. À la fin, donc pour l'année 2024, nous sommes à 29% de femmes. Donc on est quasiment, bravo. Quasiment. Maintenant, à côté de ça, c'est un petit peu plus difficile parce qu'en fait, dans ces 30%, seuls 9% de femmes dirigent ces entreprises dont nous parlons. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un très bon début. Au CAC 40 français, il y a 40 entreprises, il n'y a que 2 femmes qui sont présidentes du CA. Voilà. Au Maroc, il y en a 9. Ah ben voilà, donc c'est mieux. Voilà. Et il dit en plus, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous avez aussi un peu une vision, puisque vous travaillez pour un régulateur, donc de ce rôle un peu de la régulation des lois pour aider à cette question. Alors, moi je voudrais rebondir d'abord sur ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, c'est vrai que vous faites référence au cas du Maroc, mais par rapport à l'Afrique centrale, en tout cas pour mon pays, la République démocratique du Congo, nous on a une loi. On a une loi, mais c'est la suprême, puisque c'est la Constitution, l'article 14, qui dit que la parité, ça doit être la parité. Mais effectivement, maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a un vrai gap. Et c'est là encore où je vais vous rejoindre, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un cadre normatif, il le faut absolument, puisqu'il faut quand même savoir où est-ce que nous voulons aller, comment nous voulons y aller, et surtout pourquoi. Mais après, il y a aussi, maintenant j'ai envie de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la société, on ne la construit pas seule. Et malheureusement ou heureusement, c'est selon, ce sont des hommes qui sont souvent à la tête et qui sont assis dans les fauteuils ou les trônes, là où les décisions se prennent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une loi. Mais si vous n'avez pas un leadership masculin, donc un masculin positif, pour pouvoir faire en sorte que ces lois rentrent effectivement en exercice, si je puis dire, ou qu'elles deviennent effectives, il n'y a rien qui va se passer. Nous, depuis 2019, avec l'arrivée du président Tshisekedi, nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui à la tête du pays un vrai masculin positif qui a fait que, sans avoir une autre loi, ni de quota, ni rien, parce que l'article 14 met en place ce cadre, mais nous avons une loi de 2015 qui justement est une loi de mise en œuvre, mais qui n'a jamais vraiment été mise en œuvre. Mais c'est la volonté du chef de l'État qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai été sa directrice de la communication, nous avons eu une femme gouverneure de la Banque centrale, actuellement en RDC, nous avons une femme qui est première ministre. Donc, de l'autre côté, si on n'a pas un homme qui a compris quels sont les enjeux et l'importance d'inclure les femmes dans la gouvernance, on pourrait avoir toutes les lois possibles, il n'y a rien qui va se faire. Donc, ce qui fait que c'est du fait de ce président qu'aujourd'hui, je suis vice-présidente de l'autorité de régulation. Donc, pour répondre à votre question, oui, la loi c'est bien, mais je pense que la volonté politique c'est encore mieux, et surtout lorsque on fait en sorte de rendre les lois effectives. Et il n'y a pas mieux, pour notre cas en tout cas, qu'un chef d'État qui lui-même est à la manœuvre. Alors demain, vous êtes présidente de cette autorité. Vous prenez une femme vice-présidente ou un homme? Non, moi je prendrai un homme. Je prendrai un homme parce qu'on ne va pas faire la même chose que ce que nous vivons et subissons. Vous voyez, même pour faire la petite parenthèse, l'association des femmes d'exception que je dirige, mais il y a des hommes. Pourquoi? Parce que c'est avec les hommes qu'on va construire la société. C'est avec les hommes, nous devons être en complémentarité, et c'est un travail qui se fait parce que les hommes, vous êtes bien des parents de filles, de jeunes filles ou autres, vous êtes bien les frères, des sœurs ou les fils des femmes. Et j'ai souvent l'habitude de poser la question suivante quand je vois les comportements masculins toxiques qu'on peut voir en matière de gouvernance ou dans les boards. Je leur demande, je dis, excusez-moi, qui vous soigne quand vous êtes malade? Qui est privé à manger? Qui prend soin de vos vêtements? Qui vous encadre? Ce sont des femmes. Alors comment se fait-il que lorsque nous arrivons dans un cadre professionnel, nous devenons des empoisonneuses, des idiotes, des stupides, des incompétentes? Mais c'est les mêmes femmes qui sont dans vos maisons.
c'est les mêmes, c'est nous. Donc la compétence qu'on a à la maison pour vous soigner, vous nourrir, sans vous étouffer, élever vos enfants, dès qu'on arrive au bureau, je sais pas, ça se transforme. Je comprends pas. D'ailleurs, Madame, tout à l'heure, quand elle a voulu nous présenter, elle a parlé de femmes fortes. Est-ce que vous auriez dit ce terme de forte si c'était des hommes? Pas sûr. Ah, si? Bon, bah d'accord. La force, c'est pas masculinité. Réponse pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la salle. Mais Mouna, vous représentez les entrepreneurs. Est-ce que les entrepreneurs, les startups, c'est pas le bon rôle modèle, pour reprendre un peu une expression à la mode, parce que finalement, vous avez créé votre entreprise. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme. Et après tout, c'est pas une décision politique, c'est pas un choix administratif ou de loi. C'est la réalité d'une activité que vous avez développée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu... Finalement, est-ce que le monde des startups et des entrepreneurs n'est pas le modèle à suivre aussi pour les entreprises? Désolé de mettre la pression. Hein. Déjà, je suis très contente d'être parmi vous. Donc, je remercie M. Diallo pour l'invitation et également je félicite quand même cette très belle organisation. C'est ma 4e édition et à chaque fois, c'est un réel plaisir de voir tous ces échanges, en tout cas sur le numérique et tout ce qui concerne le digital. Aujourd'hui, on parle de femmes dans la technologie. Donc, votre question de demander est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, si je comprends bien, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi une manière, au fait, de contourner par rapport au fait que les lois, quand bien même donc, les États mettent en place des lois, ne sont pas respectées, le fait de se mettre dans l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas un moyen de contourner, peut-être, mais quand même, je vais revenir sur ce que ces dames ont dit tout à l'heure. C'est quand même important, au niveau de la régulation, d'avoir des personnes qui poussent et qui mettent en place des lois pour pouvoir aider les femmes à intégrer les cercles de décision. Tout simplement parce que, c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles sont plus compétentes, loin de là, mais tout simplement parce que je pense qu'il nous faut un équilibre. Tout simplement, et les femmes ont aujourd'hui un apport, ça a été prouvé quand même de plus en plus, l'intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus développée, on ne va pas rentrer dans ça du côté des femmes, mais aujourd'hui, c'est elles qui sont de plus présentes sur le terrain, et donc elles apportent une sensibilité fine des problèmes liés à l'humain, et tout ce qui est société. Et aujourd'hui, quand on parle de numérique, quand on parle d'IA, le sujet quand même humain reste très central. Donc c'est très important quand même d'avoir des personnes qui luttent aujourd'hui pour que des lois soient votées, mais qui font le nécessaire derrière pour que ça soit respecté. Pour revenir sur l'entrepreneuriat féminin, c'est pas parce que je n'avais pas ma place que j'ai créé la société, loin de là. C'est tout simplement parce que aujourd'hui je suis dans un domaine que j'adore. Je l'ai pratiqué pendant plusieurs années à l'extérieur en France et je suis revenue au Sénégal il y a 2 ans de cela pour créer une société qui va travailler sur tout ce qui est ingénierie, architecture dans le domaine de la fibre optique, formation. Et mon rôle, par contre, c'est de faire de telle sorte que les femmes ne subissent pas ce que j'ai subi pendant plusieurs années à l'étranger en Afrique. C'est de travailler doublement pour montrer qu'on est légitime, qu'on est crédible, mais essayer aujourd'hui de les encadrer, de les former et aussi de montrer des modèles qui vont les inspirer. Très bien, donc c'est un peu cette double relation en fait à créer et à encourager. Je voudrais qu'on se tourne vers l'un de nos 2 intervenants à distance. Laikina Koulibaly, bonjour. Vous êtes avec moi l'autre représentant masculin de ce panel de 6 personnes. Vous êtes aussi l'organisateur du Women Empowerment in Security, le WEC. Peut-être le présenter déjà, parce que c'est l'occasion aussi de le connaître. Et concrètement, en quoi ce que vous animez contribue à cet enjeu de bonne représentativité féminine? Merci Jean-Michel, j'espère que vous me recevez parfaitement. Impeccable. Super. Donc, merci à tout le monde. Alors, comme tu l'as dit, je suis donc le directeur général de Diamond Security Consulting et commissaire général du WEC, donc Women Empowerment in Cyber Security. Pourquoi cette initiative a été lancée? Il fut une période où, au sein de mon entreprise, on souhaitait recruter des femmes, donc pour des profils très techniques. Et même pendant les annonces, lorsque mes équipes diffusaient les annonces, on écrivait toujours candidature féminine encouragée. Okay. Et après, on recevait quelques CV,
On les prenait en entretien et tout. Et bon, malheureusement, pour ces profils en question, ça ne se passait pas bien. Malheureusement, les entretiens, ça ne se passait pas bien. Et donc, je ne pouvais pas, je sais pas, prendre la décision de recruter l'une de ces dames-là juste parce qu'elle était une femme, d'accord? Il fallait aussi la compétence qui va avec. Donc, ça nous a un peu attristés. Donc, au lieu de pleurnicher, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, avec mes équipes, j'ai voulu donc qu'on organise cette initiative et donc qui est sous un format événement. Et la première édition s'est tenue le 11 mars 2025 ici en Côte d'Ivoire avec le sponsoring en tout cas de pas mal d'organisations et Kaspersky nous a aussi accompagnés au cours donc de cette édition. Et l'objectif déjà c'était de présenter à l'ensemble des participants, parce qu'il y avait aussi des hommes présents, il y avait donc des autorités étatiques et tout ça. On présentait déjà aux femmes, aux jeunes filles, les opportunités liées à la cybersécurité. On leur montrait que c'était quand même un métier qui nourrissait son homme, un métier avec des opportunités, métier passionnant. Parce que malheureusement, les statistiques disponibles nous montrent qu'il y a une sous-représentation des femmes dans ce secteur d'activité. Et donc, en plus de l'événement, en mettant en avant des femmes responsables sécurité, DSSI, déjà au sein d'organisations pour les inspirer, qui venaient rendre leur témoignage, cela montrait aux autres femmes présentes dans la salle que c'était possible. Et en plus de cela, nous avons organisé maintenant une série de formations. Voilà, parce que après, qui parle de compétences, parle de formation. Et c'était des formations gratuites. Donc, le jour déjà de l'événement, nous avons organisé une série de formations. Et juste après l'événement, celles qui s'étaient inscrites pour, je vais dire, pour des formations, parce qu'on en a proposé 3, des formations sur tout ce qui est sécurité offensive, défensive et tout ce qui est organisationnel. Celles qui étaient intéressées se sont inscrites. Et donc, depuis maintenant quelques mois, nous sommes en train de les accompagner. Et normalement, début décembre, on aura bouclé avec l'ensemble de ces 3 formations. Donc, 3 programmes de formation que nous avons lancés. Et pour leur donner quand même les rudiments, leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir être quand même opérationnels au sein donc, des entreprises et avec les comptes de formation online que Kaspersky nous met à disposition. Ces dernières aussi pourront de façon très autonome poursuivre leur formation et s'améliorer. Donc, c'était sa inspiration et monter en compétences pour leur permettre d'être opérationnels au sein des entreprises. Donc, c'est un peu de cette façon que nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice et nous nous préparons déjà pour la prochaine édition en 2026. Merci beaucoup et donc bon courage par avance à l'édition 2026. Et Gladys, nous vous écouterons tout à l'heure aussi, puisqu'on parlait de Kaspersky. Je voudrais qu'on parle maintenant du fameux leadership féminin. Alors, peut-être dans un premier temps, Samira, c'est quoi le leadership féminin ? Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Question un peu piège et peut-être un peu bateau, mais c'est pour introduire et surtout pour aller au-delà, parce que ça c'est juste pour introduire le sujet. On a des femmes dans un conseil d'administration d'entreprise. Comment est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles peuvent, quel levier pour faire en sorte que ce leadership féminin ne soit pas juste celles qui sont au CA, mais que ça se diffuse, ça ruisselle dans l'ensemble de l'entreprise ? Alors, si tu permets, moi je dirais il n'y a pas de leadership féminin. Le leadership n'a pas de sexe. Soit on est leader, soit on ne l'est pas. Même si on dirige différemment. Parce que la femme ne dirige pas comme l'homme. Ça, c'est certain, parce qu'elle a une relation avec ses collaborateurs qui est différente, et avec son marché, et avec ses clients qui est différente par rapport à la manière dont peut-être un homme dirige une entreprise. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on parle souvent de leadership féminin, mais en fait, c'est du leadership avec de l'empathie. Pas plus, pas moins. C'est déjà une différence. Moi, j'aime bien. Leadership plus empathie, ben, c'est égal femme. Leadership tout court, c'est les messieurs. Ah, mais c'est une bonne définition.
Maintenant, honnêtement, comment faire pour que les femmes qui arrivent dans les boards, déjà quand elles arrivent dans les boards, c'est qu'elles ont vraiment trimé pendant des années avant d'arriver. C'est comment faire, déjà il y a 2 choses qui sont importantes. Et c'est pour ça que nous veillons au sein du club à vraiment le dire tout le temps. C'est de dire, il ne faut pas qu'il y ait des femmes juste 1 pour respecter la loi, juste 2 pour faire joli. Si ces femmes sont là, c'est qu'elles sont compétentes et performantes. Et on s'est rendu compte avec des études à l'appui, et pas au Maroc, mais à l'international, que plus il y a de femmes dans les boards, plus l'entreprise en tant que telle est performante. Pourquoi ? Parce qu'elles sont bien plus pointilleuses et du coup, elles challengent davantage le management de l'entreprise pour pouvoir réaliser ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire faire réussir leurs entreprises. Donc, à mon sens, les femmes dans les boards, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, si nous devons repasser par une loi pour qu'il y ait des femmes dans les COMEX, peut-être qu'un jour, on va le faire. Parce que la problématique aujourd'hui est que les femmes, elles rentrent dans les entreprises. Au départ, elles sont là. Mais c'est qu'elles restent dans le mid-management. Et elles ont du mal à casser ce plafond de verre pour arriver dans les conseils et dans juste les comités exécutifs des entreprises. Okay. Donc notre vrai challenge est de les accompagner à casser ce plafond de verre et surtout, et je pense qu'il y a aussi, et je vais dire, hein, même nous en tant que femmes, il y a une éducation à apporter et à renforcer. Nous devons croire dans nos capacités. Et ça, c'est intuitif, c'est nous. Nous devons nous obliger à nous dire, non, pourquoi pas moi ? Souvent, on se met en arrière et on laisse les autres passer. Vous savez, vous prenez 2 personnes, même compétences, même expérience, hommes, femmes, vous leur proposez le même poste. La femme, elle va vous dire oui, mais je ne sais pas si j'ai les bonnes compétences, est-ce que je peux réussir, et elle se pose 10 000 questions. Alors que son collègue masculin, il va dire oui tout de suite. Donc nous aussi, en tant que femmes et en tant que maman, nous devons veiller à ce que nos enfants comprennent qu'il n'y a pas de différence et que nous devons croire dans nos compétences pour pouvoir faire tout simplement réussir nous en tant que tels, mais faire en sorte que notre société évolue. Parce qu'aujourd'hui, on parle de digital, on parle d'intelligence artificielle et autres, mais il est important que la base humaine soit à même de pouvoir utiliser à bon escient ces outils. Sinon, c'est les outils qui nous utilisent et c'est ce qui arrive un petit peu aujourd'hui et c'est notre vrai challenge d'essayer de changer la tendance, même si ça sera très difficile. Tout à fait. Là, c'est la vision de l'entreprise. Mais Mouna, si je regarde le côté en start-up, en entrepreneur, comment vous faites aussi pour aider, je ne parle pas de la dirigeante, et des équipes en dessous, pour un peu les inspirer et faire grandir notamment les femmes dans vos start-up? Alors, très simple. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'elle disait sur l'accès, en tout cas, au poste de décision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude qui montre un tout petit peu, par exemple, en Afrique subsaharienne, quand ils sortent du bac, à peu près, on a 47% de filles qui sortent des filières scientifiques, 53% de garçons qui sortent des filières scientifiques. Et après, on a tendance à voir que dans l'exécution, en école d'ingénieur plutôt, ou bien études supérieures, on a seulement 20 à 30% concernant les femmes. Et après, derrière, dans des postes de direction, on a seulement de 12% de femmes qui accèdent à ces postes de direction-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une rupture. Mais ce n'est pas par manque de talent. Parce qu'on voit que le pourcentage est un peu équilibré à la sortie, juste avant les études supérieures. Donc qu'est-ce qui se passe après les études supérieures et après derrière dans l'insertion professionnelle? Et donc derrière, je me suis en tout cas posé la question, mais aussi je fais partie des groupes de femmes qui essaient en tout cas de comprendre ce qui se passe et comment faire pour changer cette tendance. Et on se rend compte qu'il y a un manque d'accompagnement et de modèles. Donc ce qu'elle disait tout à l'heure, le fait que les mamans aient un rôle à jouer, je pense que ce n'est pas seulement les mamans, c'est tout le monde, c'est tous les parents.
Moi, particulièrement, c'était mon père qui me fatiguait chaque 3 mois ou 6 mois, qui me montrait des magazines des femmes qui ont réussi. Je pense que c'était pour un peu, et dans le domaine de la technologie, c'était un peu pour commencer le formatage, pour pas qu'on se dise qu'on n'est pas capable, mais qu'on se dise que nous sommes capables quand bien même nous sommes femmes. Donc, dans des postes de direction que j'ai eu à occuper, le rôle, c'est déjà d'incarner ce modèle féminin dans la tech, mais aussi de pouvoir former et encadrer et motiver, donner confiance. Donc ça se commence à la maison, ça se poursuit également dans notre parcours, mais aussi en entreprise. C'est important que les femmes aident les autres à avoir confiance en elles, à les former pour qu'elles soient compétentes. Parce qu'il ne faut pas donner des postes parce que tout simplement c'est des femmes, non. Mais derrière, il faut qu'elles aient les compétences nécessaires pour intégrer ces postes-là. Mais aussi, leur donner confiance pour qu'elles ne se posent pas tout le temps des questions, se dire souvent est-ce qu'on est capable par rapport à l'autre. Non, c'est des petites victoires qu'elles auront à gagner tout au long et qu'on les motive. Et c'est tout en ensemble, c'est pas seulement, ça ne doit pas venir des femmes, ça doit venir des hommes et des femmes, les deux ensemble. Merci beaucoup. Toutes les deux, vous avez parlé maman, papa, mais finalement, est-ce que le régulateur, c'est pas un peu le parent des entreprises, en tout cas dans la tech? Quel est le rôle du régulateur, justement? Est-ce que sur imposer des formations, du mentorat, des incubations pour des leaders, des entrepreneuses féminines, est-ce que les régulateurs n'ont pas un petit rôle à jouer aussi pour aider les entreprises et le privé? C'est-à-dire, le régulateur a un rôle à jouer pour aider les entreprises. Par exemple, oui. Non, alors je vais circonscrire ma réponse. C'est-à-dire, déjà, le régulateur lui-même doit obéir à la loi. Donc ça veut dire... Bonne nouvelle, merci pour la... Pourquoi je dis ça? Vous Parce que ça veut dire que même le régulateur est limité en fait dans une capacité qu'il peut avoir à pousser ou pas les choses. Aujourd'hui, on parle justement d'intelligence artificielle, de données à caractère personnel ou autre. Donc ça veut dire que nous, en tant que régulateur au niveau des télécoms par exemple, on ne peut pas aller pousser au-delà de ce qui peut nous être permis déjà. Maintenant, en ce qui concerne le leadership des femmes au niveau du numérique, etc., bon, moi je vais peut-être donner un exemple pour ce que je connais au niveau de l'ARPTC. En tant que vice-présidente, c'est vrai que je n'ai pas la même manière de manager que le président de l'ARPTC. Je pense que les femmes, et là vraiment je mets une parenthèse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à imaginer, parce que nous sommes des femmes, qu'on doit avoir un leadership qui doit être un peu toujours dans une forme d'empathie. Je suis d'accord, mais pas tout le temps, parce que quand on dirige, quand on gère, en matière de leadership, c'est votre capacité à entraîner, à drainer, à être suivi et, dans une certaine mesure, à mener vos troupes là où vous devez les emmener. Donc, ce n'est pas parce que je suis une femme que moi, je vais oublier la rentabilité et ce que nous devons donner comme résultat. C'est-à-dire que nous, on lead en mélangeant justement l'humain, mais en même temps les performances. Donc ça ne veut pas dire qu'on est plus douce, je pense qu'on est nettement plus pragmatique. On sait, en tant que femme, peut-être parce que du fait déjà dès notre jeune âge, on nous a appris à devoir intégrer beaucoup d'éléments dans la gestion d'une prise de décision, on a une gestion différente pour la simple et bonne raison que moi, dans mon cas, je me dis, si les agents ne sont pas bien dans l'entreprise, ils ne vont pas me donner du bon résultat. Donc, je vais d'abord veiller à ce que mes agents, quand ils viennent au travail, qu'ils aient envie de venir au travail et qu'ils n'aient pas envie de quitter ce travail très vite. Ça veut dire que je serai plus encline à mettre en place des systèmes comme des soins maladie en interne, des crèches ou autres, alors qu'un homme va se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Alors que moi, non. Moi, je me dis, jusqu'à 21h, je vous garde, parce que vous n'êtes pas pressé de partir ou autre. Maintenant, l'autre pendant de la réponse que je peux donner, c'est effectivement aujourd'hui, en tant que régulateur, on pourrait avoir une attitude proactive, dans le sens où le régulateur n'est plus seulement la personne qui est censée réguler dans le sens d'un gendarme, qui donne des injonctions, qui punit, qui colle des amendes. Non. Aujourd'hui, si vous voulez que l'écosystème dans lequel vous êtes en train d'évoluer puisse perdurer et devenir en quelque sorte durable, vous devez accompagner cet écosystème dans son développement. Son développement veut dire beaucoup d'inclusion. Et qui dit inclusion dit hommes et femmes. Ça veut dire que nous-mêmes, lorsque nous régulons, nous devons veiller à ce qu'on soit en train, en quelque sorte, c'est peut-être pas, je veux pas dire quelque chose, c'est pas méchant, faut le prendre avec des bémols. On doit reproduire les personnes qui vont demain venir consommer ce que nous devons réguler. Donc, si nous n'avons pas de femmes qui consomment des mégas, des téléphones, qui n'ont pas de téléphone portable, on va avoir une part des taxes qui vont nous échapper.
Si on ne veille pas à ce qu'il y ait une connectivité qui puisse justement être aussi bien en ville que dans les provinces ou dans les campagnes, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'on a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'informel mais aussi dans l'agriculture, on va avoir une partie de toute cette manne financière dont l'État a besoin, on ne l'aura pas. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on doit maintenant avoir ça en tête. Même lorsqu'on nous discutons avec les opérateurs, on doit veiller à ce que, on aimerait bien que vous puissiez nous dire combien de femmes qui sont identifiables ont des téléphones portables. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut maintenant induire au niveau du ministre des actions pour dire non, on devrait augmenter ce pourcentage. Parce qu'on a remarqué que 10% de femmes seulement ont des smartphones, 5% ont ceci, cela, X% sont dans les zones rurales et tout. Donc, à partir de là, nous, on peut inciter. Et c'est un travail, je voudrais dire, de concertation et de collaboration. Aujourd'hui, le régulateur ne travaille plus seul, c'est pas vertical, ça devient quelque chose d'assez horizontal. On travaille avec les ministères, on travaille avec même les startups, les incubateurs. Donc, je crois que c'est plutôt là-dessus que ce leadership aussi du régulateur doit s'exprimer. Dans quelque chose qui soit vraiment, qui regroupe, qui soit inclusif, de façon à ce que personne ne soit mis de côté. Parce que c'est l'affaire de tous. Alors justement, je voudrais qu'on aille un peu plus loin parce que aussi on est quand même aux ATDA, il y a le D de digital. Le secteur du digital est quand même très masculin, c'est une réalité. Oui. Donc chacune, commençons par la régulation. Typiquement, est-ce que pour encourager les femmes entrepreneuses ou le rôle des femmes ingénieurs, etc., est-ce que le régulateur a des moyens d'apposer plus de femmes dans les formations, des quotas dans les entreprises, dans les appels d'offres, j'en sais rien. Enfin, est-ce qu'il y a des moyens également pour aider dans un secteur qui est, et ce n'est pas un cas spécifique à l'Afrique, globalement, plus masculin que féminin? Alors aujourd'hui, effectivement, le régulateur, si on doit vraiment donner une réponse stricte, il n'a pas les moyens de venir inciter ou encourager quelque chose qui n'a pas déjà été encadré par rapport au pays. Mais par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous recevons auprès de notre service des demandes de sponsoring ou autres, on va avoir tendance, c'est vrai, maintenant, à regarder des actions ou des projets qui sont portés par des femmes. On va pas les mettre de côté, au contraire. Et c'est vrai qu'on peut maintenant se mettre en co-gestion. Il y a de plus en plus à Kinshasa, par exemple, vous avez beaucoup d'associations de femmes ingénieurs qui organisent des événements. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On met la main à la pâte, on les soutient, que ce soit au niveau financier, au niveau logistique, pour qu'elles puissent non seulement être visibles, mais surtout qu'elles puissent se pérenniser, parce que c'est une manière pour le régulateur de soutenir cette visibilité-là, qui va créer des rôles modèles, et qui vont faire que demain, on va se retrouver avec de plus en plus de femmes. De la même manière, nous, on aimerait au niveau de l'ARPTC, avoir de plus en plus de journées portes ouvertes. Parce que c'est important que les futurs collaborateurs puissent voir comment ça se passe la régulation. Mais ces journées portes ouvertes sont corollaires aussi à ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire pouvoir aller dans les universités et pouvoir maintenant mettre en place peut-être des formations ou des diplômes, mais régulation, qui ne soient pas seulement dans le système scolaire tel quel, mais que ce soit nous les régulateurs, parce que nous sommes sur le terrain, nous connaissons les besoins, nous savons comment les choses avancent et évoluent, et on doit être à même de donner cette information. Mais de la même manière, toujours dans la collaboration, nous allons de plus en plus vers les responsables des commissions parlementaires, aussi bien au niveau du Sénat que de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que quand on discute avec eux, qu'on va les inciter en disant, écoutez, lorsque vous mettez en place les lois, n'oubliez pas l'inclusion. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les femmes, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Donc tout ça doit être pris en considération, surtout aujourd'hui on va commencer à parler de IA, de e-gov ou autre. Comment vous allez mettre en place une plateforme e-gov quand vous vous dites que peut-être des personnes qui sont malentendantes ou sourdes, vous n'intégrez pas le fait de pouvoir leur permettre d'accéder à ça. Donc le régulateur a en quelque sorte maintenant ce rôle de vigie, si je puis dire, ce rôle de faire en sorte que toute l'inclusion, puisque ça passe par le numérique, on doit donc éduquer, former, sensibiliser. Donc c'est vrai que nos rôles changent, mais de plus en plus. Mais ce n'est pas inscrit, ce n'est pas mis dans une loi. C'est à nous, aujourd'hui, d'être en phase avec notre environnement qui bouge très vite, de manière à ce qu'on puisse être à même de pouvoir réguler. Et là, je peux revenir sur tout ce qui a un rapport avec les sandbox réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous devons, parce qu'on parle d'agilité, nous devons, en tant que régulateur, être de plus en plus agiles, parce que la loi, ou bien ce qui se passe, c'est quoi? Les faits sont toujours en train de courir plus vite que vous. Le temps de se mettre en place, de changer la loi, de dire qu'il y a ceci, cela. On a des outils et on doit de plus en plus les prendre en considération et les intégrer. Et c'est vrai que dans le cadre des sandbox réglementaires, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de souple,
d'être là en train d'observer, de voir comment les choses vont évoluer. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on pourrait avoir effectivement une attention particulière pour les projets qui sont apportés par des femmes, pour leur permettre justement d'évoluer plus vite et mieux. Voilà un petit peu. On donne des courriers. Mouna, quand on est une entrepreneuse dans le secteur du digital, hein, je reviens à ça, est-ce qu'il n'y a pas des vraies difficultés pour aller voir des financeurs? Est-ce qu'une femme c'est sérieux? Pour avoir des ingénieurs, oh, je ne veux pas travailler avec une femme. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez encore ces difficultés? Tout ce que le fait d'être une femme entrepreneuse dans le secteur du numérique où beaucoup d'interlocuteurs sont masculins, etc. Est-ce qu'il y a encore de vrais défis ou c'est une caricature? Alors, j'ai plusieurs femmes dans mon entreprise qui travaillent dans la technique qui n'ont pas eu un cursus scolaire technique. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre aussi d'avoir des ingénieurs femmes, bon, il n'y en a pas beaucoup, énormément, tout dans le domaine dans lequel j'exerce, pour pouvoir les recruter. Par contre, quand nous avons des personnes qui sont assez curieuses, qui sont assez ouvertes à l'apprentissage, nous pouvons les former. Parce qu'il y a aussi la formation professionnelle qui aide beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, il y a Orange Digital Center qui a un programme qui s'appelle les hackeuses. Pas hackeuses au vrai sens du terme. La directrice a créé ce terme-là parce que tout simplement, c'est un moyen pour elle de rattraper aujourd'hui, de revenir sur le cursus scolaire technique. Donc, on les forme au monde du digital, quand bien même elles n'ont pas eu un cursus technique de base ou scientifique. Donc, elles ont la chance d'être formées maintenant dans le monde du digital et elles sont plusieurs à ouvrir derrière des sociétés pour travailler dans le monde du digital. Donc, si aujourd'hui on doit rattraper, parce qu'on ne peut pas rattraper le passé. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on n'a que 20%, 25% de femmes qui ont fait un cursus technique. On ne va pas se dire, on va se limiter à recruter seulement ces 25%. Comment inclure les autres? Il faut les former. Il faut prendre le temps de les former pour les inclure. Quant au financement, je pense que l'accès au financement est un réel problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, quand je prends du recul par rapport à tout ce qui se passe, je me dis que les femmes entrepreneurs doivent aussi jouer un rôle. Elles doivent essayer d'être plus audibles, plus crédibles dans les instances de décision. Elles se font très discrètes. Moi en premier, parce que tout simplement, pendant longtemps, en tout cas, je ne prenais pas la parole pour parler de ces sujets. Et quand bien même j'ai subi ces discriminations pendant longtemps, mais je n'ai pas pris le temps d'appuyer là-dessus et de le vivre de manière consciente et de mettre en place des actions concrètes en dehors de mon domaine d'entreprise, mais en dehors. Comment essayer d'attirer de plus de femmes, en dehors en tout cas de mon entreprise, essayer aussi de pousser ces types de sujets, ces différents sujets-là à ces niveaux. Donc, les ATDA, c'est un bon début, mais aussi à d'autres endroits d'événements qui vont permettre aujourd'hui de pousser un tout petit peu sur ces types de sujets pour aider et pour aussi montrer qu'il y a des femmes dans la technologie qui sont crédibles et qui sont aussi audibles pour derrière un peu stimuler tout ce qui est financement, accompagnement. De un, ça va rassurer les femmes qui se sentent un peu, qui ont peur en fait d'affronter tout cela, mais aussi ça va ouvrir aussi les yeux aux investisseurs, mais aussi à d'autres entreprises pour peut-être faire de plus en plus confiance et aussi être conscient du problème. Samira, quand on regarde toujours le secteur digital, hein, comment est-ce que les entreprises peuvent aider justement à dépasser ces limites? Alors, je voudrais quand même juste donner un chiffre qui est important. Au Maroc, et c'est un cas vraiment, la majorité des diplômés d'écoles d'ingénieurs sont des femmes. Les femmes dépassent de loin les 50% de diplômés des écoles d'ingénieurs. Le Maroc est un peu une exception. Une belle exception. Mais on les perd dans les méandres après. On les perd dans les méandres de la maternité, de beaucoup de choses, de la famille, d'habitudes, de beaucoup de choses, et on ne les retrouve plus par la suite, là où elles devraient être, à leur place dans les entreprises, dans le management, dans la création d'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, et je pourrais peut-être parler d'un des régulateurs que je connais, qui est le régulateur financier, qui aujourd'hui a mis en place des textes réglementaires pour accompagner le genre au sein de tous les grands établissements financiers du pays, mais également pour financer des entreprises portées par des femmes. Et c'est comme ça qu'on va les encourager à réellement
croire en leurs capacités, parce que je suis désolée, quand on est quand même ingénieur, on a toutes les capacités pour être manager. Donc il n'y a aucune raison de se retrouver à la maison ou de se retrouver quelque part ailleurs ou dans l'informel, parce que malheureusement dans nos pays, il y a aussi beaucoup d'informels. Donc il est important que nous formalisons cet informel et que nous accompagnions ces femmes à tout simplement croire en elles, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir les encourager. Alors, à côté de ça, il faut absolument aussi commencer très jeune. Et il y a pas mal d'associations actuellement au niveau de la place marocaine où on accompagne les petites filles sur la digitalisation, sur le coding, sur le fait qu'elles doivent apprendre tout ça dès leur plus jeune âge, en étant à l'école. Alors, à côté de ça, comment devenir entrepreneur? Il y a tout un travail, c'est un travail de société, madame, et vous avez totalement raison. Il faut que tous les régulateurs, il faut que les gouvernements comprennent, et je pense qu'ils l'ont compris dans plusieurs de nos pays, que sans les femmes, on perd la moitié de notre PNB, tout simplement. C'est-à-dire que sans les femmes, il y a une partie de l'activité génératrice de revenus, et pour ces femmes, et pour les salariés, et pour les États, que nous perdons. Simplement. Donc, nous devons tous ensemble militer, hommes et femmes, pour faire en sorte que dans nos pays, il n'y ait pas de déperdition de femmes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de crèche à côté pour laisser ses enfants. Très, très bonne image. Les 45 minutes sont vite passées. Nous avions prévu de terminer par une démonstration par Gladys, qui est avec nous, et merci de nous avoir attendus, sur un outil d'orientation en cybersécurité pour les jeunes femmes. Vous montrer un exemple concret de ce qu'on peut faire également grâce au numérique. Gladys, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, démonstration non, explication oui. Présentation. Je voulais vous parler effectivement d'une initiative Future You in Tech développée par la Kaspersky Academy en partenariat avec l'association African in Tech et Smart Africa. Donc, pour rebondir sur ce qu'ont dit nos intervenantes, effectivement, la limite et aussi la connaissance des secteurs de la cybersécurité par les jeunes femmes et jeunes filles. Et à la Kaspersky Academy, depuis plusieurs années maintenant, on met en place plusieurs initiatives pour développer la connaissance des métiers de la cyber. La dernière en date est donc ce test Future You in Tech, dans lequel les jeunes femmes vont être amenées à répondre à plusieurs questions en fonction de leurs aspirations, de leur formation, mais également tout simplement de ce qu'elles aiment faire. Et à l'issue de ce test, elles vont avoir le choix entre 6 différents métiers et on va répartir via des pourcentages pour les orienter vers un profil de CISO, vers un profil de chercheur en menace de cybersécurité, etc. Donc ça, c'est la dernière initiative mise en place par la Kaspersky Academy. Mais pour rebondir sur ce qu'ont dit nos intervenantes, la Kaspersky Academy a pour but justement de faire en sorte que les femmes rejoignent de plus en plus les métiers de la cyber. Et nous intervenons notamment auprès d'universités et écoles d'ingénieurs. Nous sommes intervenus dans des écoles d'ingénieurs au Maroc et nous avions effectivement constaté qu'il y avait énormément de femmes. Nous intervenons avec Espace Maroc Cyberconfiance, en Côte d'Ivoire avec l'AICANA et effectivement nous avions travaillé ensemble pour développer des formations auprès de femmes, pas forcément jeunes, mais pour les inciter à rejoindre les métiers de la cybersécurité et nous sommes ravis de ces opérations et initiatives. Merci Gladys, c'était très concret et très clair. Dans 45 minutes, ça passe super vite. Encore une fois, merci aux ATDA de faire chaque année cette thématique. Je pense qu'il y a eu des vraies avancées quand on fait 14 ans de bilan, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc, Mouhamadou, il faut continuer. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants à distance et en présentiel. Merci beaucoup.